Imaginez grandir en croyant que votre père était un héros, seulement pour qu'un jour on l'appelle assassin et qu'on le juge pour ses crimes. C'était la réalité pour de nombreux enfants de dirigeants nationaux socialistes. Edda Göring, fille du maréchal du Reich Hermann Göring, a grandi entourée de luxe et de pouvoir. Cependant, après la chute du Troisième Reich, sa vie a changé drastiquement. Malgré la condamnation à mort de son père, Edda a maintenu une vision affectueuse de son père, le considérant comme un héros et une figure paternelle aimante. De manière similaire, Gudrun Himmler, fille du Reichsführer des SS, a passé sa vie à défendre le nom de son père. Tant elle que son père aimait profondément l'Allemagne, et Gudrun, fervemment dédiée à nettoyer son héritage, a refusé d'accepter les atrocités des SS. Wolf Rüdiger Hess, fils de Rudolf Hess, a vécu sous l'ombre de l'emprisonnement perpétuel de son père à Spandau. Wolf Rüdiger a consacré une grande partie de sa vie à essayer de prouver l'innocence de son père et à demander sa libération, considérant Rudolf Hess comme une victime du système judiciaire des Alliés. Héritier du Reich, la réalité choquante des enfants des leaders nazis. Pendant l'apogée du Troisième Reich, ces enfants vivaient des vies de privilèges dans les opulents couloirs du pouvoir, protégés des horreurs orchestrées par leur père. Ils jouaient dans de grandes propriétés, fréquentaient des écoles exclusives et jouissaient de l'adoration d'une nation. Cependant, à mesure que le Reich s'effondrait, leur monde d'illusions s'écroulait également. Sur les vastes terrains de Karinhal, la luxueuse propriété de Hermann Göring, l'enfance de la jeune Edda Göring, se déroulait comme un conte de fées. Entourée de vastes réserves naturelles, elle jouissait de luxes incompréhensibles, y compris une collection d'animaux rares et même un chemin de fer miniature personnel. De telles extravagances n'étaient pas inhabituelles parmi les enfants des hauts fonctionnaires nationaux socialistes qui vivaient des vies très éloignées de celles du citoyen allemand moyen. La fille de Heinrich Himmler, Gudrun, accompagnait son père lors de visites dans les camps de concentration, bien que ces expériences soient soigneusement sélectionnées. À Dachau, on lui montrait des zones aseptisées, comme des jardins et des œuvres d'art des prisonniers, ce qui l'a amené à noter dans son journal « Nous avons vu tout ce que nous pouvions. C'était très beau ». Gudrun Himmler, décrite comme l'image parfaite de la petite fille aryenne, patriote et toujours vêtue de vêtements bavarois, incarnait l'idéal que le régime cherchait à cultiver. Dans ce monde exclusif, les enfants des leaders nazis se trouvaient souvent en étroite proximité avec Adolf Hitler lui-même. Le Führer n'était pas seulement une figure d'autorité distante, mais jouait souvent un rôle intime dans leur vie. Le baptême d'Edda Göring, avec Hitler comme parrain, exemplifiait l'interconnexion des relations personnelles et du pouvoir politique qui caractérisait ce cercle intime. L'environnement dans lequel ces enfants grandissaient était méticuleusement contrôlé, conçu pour renforcer les idéologies nazies à chaque instant. Ils célébraient des étapes et des fêtes en compagnie de hauts fonctionnaires, recevaient des cadeaux d'Hitler et étaient constamment exposés à une propagande soigneusement élaborée. Malgré les atrocités commises au-delà de leur cage dorée, beaucoup de ces enfants maintenaient des relations affectueuses avec leurs infâmes pères. Edda Göring, même des années plus tard, parlait avec tendresse de son père, disant « Je l'aimais beaucoup et c'était évident combien il m'aimait ». Cette déconnexion entre l'expérience personnelle et la réalité historique entrait beaucoup de ces enfants pendant des décennies. À mesure que le Troisième Reich étendait son règne de terreur à travers l'Europe, les enfants de ces architectes restaient enfermés dans un monde de privilèges et de récits fallacieux. Leur vie quotidienne continuait en contraste marqué avec la souffrance infligée par leur père, créant une dissonance cognitive qu'il serait difficile de réconcilier dans les années suivant la défaite de l'Allemagne. Gudrun Himmler, loyauté inébranlable au Reichsführer. Née le 8 août 1929, Gudrun était la seule fille du Reichsführer des SS. Dès son plus jeune âge, elle jouissait d'une position privilégiée au sein de la hiérarchie nazie, accompagnant souvent son père à des fonctions officielles et maintenant un contact étroit par des appels téléphoniques quotidiens et des lettres hebdomadaires. Le lien entre père et fille était exceptionnellement fort. Heinrich Himmler montrait une affection particulière pour Gudrun, l'appelant affectueusement « Pupi » et la faisant fréquemment voler de Munich
à 16 bureaux à Berlin. Cette proximité, cependant, eut un coup terrible, exposant la jeune Gudrun au rouage du régime et à son horrible idéologie. Peut-être l'exemple le plus glaçant de cette exposition s'est produit lorsque Gudrun, à l'âge tendre de 12 ans, a visité le camp de concentration de Dachau avec son père. Son entrée dans le journal de ce jour-là révèle une déconnexion troublante avec la réalité du but du camp. Aujourd'hui, nous sommes allés au camp de concentration des SS à Dachau. Nous avons vu tout ce que nous pouvions. Nous avons vu le travail de jardinage. Nous avons vu les poiriers. Nous avons vu toutes les peintures faites par les prisonniers. Merveilleux. Et ensuite, nous avons beaucoup mangé. C'était très joli. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale apportèrent des défis significatifs pour Gudrun et sa mère. Les forces américaines les détinrent pendant 4 ans, les maintenant dans plusieurs camps à travers l'Italie, la France et l'Allemagne. Elles furent même convoquées à Nuremberg pour témoigner lors des procès avant d'être libérées en novembre 1946. Malgré ces difficultés et l'écrasante évidence des crimes de son père, la loyauté de Gudrun ne vacilla jamais. Gudrun Himmler, née de l'unique union matrimoniale de Heinrich Himmler, passa 5 longues années avec sa mère dans l'un des camps de prisonniers que l'armée britannique avait installé dans sa zone d'occupation en Allemagne. Après sa libération, à peine âgée de 20 ans, elle rejoignit l'organisation clandestine Stille Hilfe, destinée à aider les anciens membres des SS. Gudrun a aidé des criminels de guerre notoires comme Klaus Barbie et Anton Malotte, démontrant son adhésion continue aux idéaux nationaux socialistes. En tant que leader du groupe, elle s'efforça d'obtenir une interdiction d'extradition d'Allemagne pour Klaas Karel Faber, âgé de 89 ans, un ancien membre des SS aux Pays-Bas coupable du meurtre de plusieurs Juifs. Elle soutint également Søren Kam, un ancien officier des SS au Danemark, recherché par les autorités danoises pour crimes de guerre, y compris l'exécution d'un éditeur de journal à Copenhague. En 1951, Gudrun épousa Wolf-Dieter Burwitz, un fonctionnaire du parti d'extrême droite Nationaldemokratische Partei Deutschlands, adoptant son nom de famille et laissant derrière elle celui de Himmler. Malgré l'infamie associée à son nom, Gudrun ne cachait pas son identité. Elle arborait fièrement une broche en argent que son père lui avait offerte, représentant les têtes de 4 chevaux disposées en forme de svastika. Himmler, son père, fut condamné pour haute trahison en raison de sa tentative de négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux. Il finit par fuir déguisé en sous-officier de l'armée, jusqu'à ce qu'il soit découvert par les Britanniques et se suicide lors d'un des interrogatoires. Pour Gudrun, cependant, tout cela était une supercherie, soutenant que son père avait été assassiné. Gudrun Burwitz vécut à Munich avec son mari et mena une vie dédiée à la cause nationale-socialiste, sans remords et avec une loyauté inébranlable à la mémoire de son père. Son dévouement à la cause ne passa pas inaperçu dans les cercles néo-nazis, où elle devint une figure révérée et était souvent appelée une princesse nazie. Elle assistait régulièrement à des réunions clandestines d'anciens officiers des SS, maintenant des connexions avec ceux qui avaient autrefois combattu pour l'Allemagne. Jusqu'à sa mort en 2018 à l'âge de 88 ans, Gudrun Himmler continua de résider à Munich, un témoignage vivant de l'héritage durable de l'idéologie nazie et de l'impact psychologique complexe qu'il eut sur les enfants de ses dirigeants. Malgré son refus de parler de son travail avec les journalistes britanniques, sa vie personnelle reflétait ses convictions politiques et sa participation active au cercle politique de droite tout au long de sa vie. Les enfants de Heydrich, l'héritage arien et le destin d'une famille. Lina Heydrich a donné naissance à 2 fils, Klaus, né le 17 juin 1933, et Heider, né le 23 décembre 1934. À la fin des années 1930, les obligations de Reinhard Heydrich l'ont amené à travailler de longues heures et à être souvent absent de la maison. Cela a laissé Lina responsable du foyer et des enfants, ce qui a mis une grande pression sur leur mariage, les menant presque à la séparation. Cependant, le couple Heydrich a eu un autre enfant, une fille nommée Silke, née le 9 avril 1939. Reinhard montrait fièrement sa fille nouveau-née et entretenait une relation étroite avec elle. Leur 4e enfant, une fille nommée Marthe, née le 23 juillet 1942, est née peu après la mort de Reinhard Heydrich. Leur monde était celui de vastes propriétés, de fêtes somptueuses,
et de l'adoration d'un régime qui voyait leur père comme le pinacle de l'idéal arien. La façade idyllique de la vie familiale des Heydrich s'est brisée le 27 mai 1942, lorsque des résistants tchèques ont tendu une embuscade à la voiture de Reinhard Heydrich à Prague. Immédiatement après l'attentat, Reinhard Heydrich a été transporté à l'hôpital de Bulovka, qui a été bouclé par des hommes armés des SS. À peine arrivé au centre de santé et craignant que les médecins tchèques ne veuillent l'assassiner, il a ordonné qu'il ne soit soigné que par des professionnels allemands. C'est eux qui a prolongé l'attente jusqu'à l'arrivée de Heinrich Himmler avec toute son équipe médicale professionnelle. Selon le rapport officiel des spécialistes, les blessures n'étaient pas mortelles et son état de santé s'améliorait même pendant quelques jours. Cependant, contre toute attente, au bout d'une semaine, Heydrich a considérablement empiré car une radiographie a révélé que des fragments de crin de cheval du siège de la voiture étaient restés dans sa plaie, provoquant lentement une infection de septicémie. Incapable de faire quoi que ce soit pour sauver sa vie, Heydrich est mort le 4 juin 1942 à l'âge de 38 ans. À mesure que le Troisième Reich s'effondrait autour d'eux, les enfants Heydrich furent confrontés à une nouvelle et dure réalité. Leur père, autrefois acclamé comme un héros national-socialiste, était maintenant méprisé comme l'un des plus grands monstres de l'histoire. La famille a fui son domicile près de Prague, cherchant refuge dans le chaos de l'Allemagne d'après-guerre. C'est durant cette période tumultueuse que la tragédie a de nouveau frappé, réclamant la vie du jeune Klaus Heydrich. La tragédie a encore frappé la famille lorsque Klaus est décédé dans un accident de voiture le 24 octobre 1943. Ce jour-là, Klaus faisait du vélo avec son frère Heider dans la cour du château de Panenské Brezany. En voyant que la porte donnant sur la rue était ouverte, Klaus s'est aventuré sur la route où il a été renversé par un petit camion descendant la voie. Klaus est mort de ses blessures peu de temps après et son corps a été enterré dans le jardin de la propriété. Alors que l'ampleur des atrocités nazies devenait publique, les enfants survivants de Heydrich se retirèrent encore plus de la vue du public. Heider, Silke et Marthe, avec leur mère Lina, cherchèrent l'anonymat après la défaite de l'Allemagne. Ils s'établirent sur l'île de Fehmarn, loin des centres de pouvoir où leur nom avait autrefois inspiré la peur et le respect. Au cours des décennies suivantes, les enfants Heydrich choisirent une vie d'obscurité délibérée. Heider Heydrich, maintenant un ingénieur à la retraite, refusa fermement de discuter du rôle de son père dans le régime nazi. Lors d'une rare visite dans sa maison d'enfance à Panenské Brezany, il exprima un mélange complexe de nostalgie et de compréhension, reconnaissant le poids de l'histoire de sa famille tout en gardant une distance respectueuse. Marthe Heydrich, née peu après la mort de son père, mena une vie tranquille à Fehmarn, dirigeant une boutique de mode loin du monde de la politique et des règlements de comptes historiques. Silke Heydrich, autrefois exhibée fièrement par son père comme l'image de la perfection aryenne, se fondit dans l'arrière-plan, sa vie après-guerre enveloppée de mystères. Eda Göring, la princesse du Reichsmarschall. Dans la vaste propriété de Karinhall, nommée en l'honneur de la première épouse de Hermann Göring, la jeune Eda a vécu une vie très éloignée des réalités de l'Europe dévastée par la guerre. Connue affectueusement sous le nom de Kleine Prinzessin, elle était comblée d'attentions et de cadeaux dignes de la royauté. Le baptême de cette héritière nazie n'était pas un événement ordinaire. Le Führer lui-même s'est présenté comme son parrain. L'enfance d'Eda s'est déroulée dans un environnement de œuvres d'art volées et de richesses mal acquises. Son père, infâme pour son rôle dans le pillage systématique des territoires occupés, offrait à sa fille des trésors qui feraient pleurer les conservateurs de musées. Parmi ces artefacts volés se trouvait la Vierge à l'enfant de Lucas Cranach l'Ancien, un chef-d'œuvre inestimable devenu un jouet pour une enfant ignorante de sa véritable valeur et de son origine sombre. Alors que les bombes alliées pleuvaient sur les villes allemandes et que la marée de la guerre tournait contre le régime nazi, Eda et sa mère cherchèrent un refuge dans la relative sécurité d'Obersalzberg, près de Berchtesgaden. Ce refuge montagnard, autrefois symbole du pouvoir nazi, devint une cage dorée à mesure que le Reich s'effondrait autour d'eux. Après la défaite de l'Allemagne, Eda et sa mère se retrouvèrent internées par les forces américaines à l'Hôtel Palace, au Luxembourg, un grand contraste avec les environs luxueux qu'elles appelaient autrefois leur foyer. Les procès de Nuremberg jetèrent une longue ombre sur l'adolescence d'Eda.
Alors que son père faisait face à un procès pour son rôle dans les atrocités du régime nazi, elle lui rendait fréquemment visite dans sa cellule de prison. Ces moments, gravés indélébilement dans sa mémoire, façonnèrent sa perception de son père pendant des décennies. Même lorsque le monde condamnait Hermann Göring comme criminel de guerre, Hedda s'accrochait à l'image d'un père aimant et attentionné. La chute en disgrâce fut abrupte et implacable. Après le suicide de son père à la veille de son exécution programmée, Hedda et sa mère furent poussées à une vie de difficultés inimaginables dans leur existence antérieure. Elles se retrouvèrent à vivre dans une cabane sans commodité de base comme l'électricité et l'eau courante. Cette période d'austérité finit par céder la place à une vie plus stable à Munich, où Hedda poursuivit des études de droit, cherchant peut-être à comprendre le cadre juridique qui avait condamné son père. Tout au long de sa vie adulte, Hedda Göring entretint une relation complexe avec l'héritage de son père. Dans des conversations privées, elle défendit fermement Hermann Göring, refusant de reconnaître la nature monstrueuse de ses actions. Dans une interview en 1991, elle révéla la profondeur de sa connexion émotionnelle, affirmant « Je l'aimais beaucoup, et c'était évident combien il m'aimait. Mes seuls souvenirs de lui sont tellement aimants, je ne peux le voir autrement. » En 2015, à l'âge de 76 ans, Hedda demanda au Parlement de l'État de Bavière la restitution des biens confisqués du patrimoine de son père après la guerre. Cette demande audacieuse fut rapidement et unanimement rejetée, indiquant clairement que l'Allemagne n'avait aucune intention de traiter des réclamations liées aux dirigeants nationaux socialistes. Elle est décédée en 2018 à l'âge de 80 ans, supposément enterrée dans une tombe anonyme. Un épilogue final et silencieux pour une vie qui a commencé entre le fracas du pouvoir nazi et s'est terminée dans les tons feutrés de l'infamie historique. Wolf Rüdiger Hess, gardien de l'honneur du père. Parmi ses défenseurs inébranlables se trouvait Wolf Rüdiger Hess, fils de l'ancien député de Hitler, Rudolf Hess. Sa loyauté inébranlable envers la mémoire de son père a façonné sa vie, le conduisant sur un chemin de controverse et de dévouement sans faille. Né en 1937, Wolf Rüdiger Hess n'était qu'un enfant lorsque son père a pris la décision fatidique de voler seul vers l'Écosse en 1941, supposément pour négocier la paix avec la Grande-Bretagne. Cette mission malheureuse a abouti à l'arrestation immédiate de Rudolf Hess et à son emprisonnement ultérieur, projetant une longue ombre sur l'enfance du jeune Wolf. Le régime nazi, prompt à se distancer des actions de Hess, l'a dénoncé comme mentalement instable, compliquant encore davantage la compréhension de Wolf sur le rôle de son père dans l'histoire. Dans la période tumultueuse suivant la Seconde Guerre mondiale, Wolf et sa mère se sont retrouvés à la dérive dans un monde changé. La disgrâce de la famille a été rapide et impitoyable. Le 3 juin 1947, Ilse Hess a été arrêté et interné, laissant le jeune Wolf aux soins de sa tante. À mesure que Wolf Rüdiger Hess atteignait l'âge adulte, il choisit une carrière qui semblait très éloignée des turbulences politiques de son enfance. En 1961, il est devenu architecte, s'établissant dans une profession centrée sur la création plutôt que sur la destruction apportée par le régime de son père. La croisade de Wolf pour blanchir le nom de son père a pris de nombreuses formes au fil des ans. Il a écrit 3 livres dédiés à présenter sa version de l'histoire de Rudolf Hess. Mon père Rudolf Hess. Qui a assassiné mon père Rudolf Hess? Et Rudolf Hess. Je ne regrette rien. Ces œuvres ont servi à la fois de catharsis personnelle et de propagande publique, défiant le récit historique accepté concernant les actions et l'emprisonnement de son père. Peut-être l'aspect le plus controversé de la campagne de Wolf était sa croyance inébranlable que son père ne s'était pas suicidé dans la prison de Spandau en 1987, comme cela avait été officiellement rapporté. Au lieu de cela, il s'est accroché à l'idée que le service de renseignement secret britannique avait orchestré la mort de Rudolf Hess. Dans les années 1950, le dévouement de Wolf à la cause de son père a pris une forme plus organisée avec la création du comité pour libérer Rudolf Hess. Cette initiative a attiré le soutien de centaines de milliers de personnes, y compris certaines figures éminentes de la politique allemande. Les efforts du comité pour obtenir la libération de Rudolf Hess de la prison de Spandau ont échoué, mais ils ont servi à maintenir la figure controversée dans la conscience publique. À mesure que les années passaient, l'engagement de Wolf Rüdiger Hess envers la mémoire de son père
ne montrait aucun signe de diminution. Il est devenu une figure incontournable des réunions néo-nazis, organisant la marche annuelle de commémoration de Rudolf Hess. Ces événements réunissaient ceux qui partageaient la vision révisionniste de Wolf sur l'histoire, fournissant une plateforme pour la perpétuation des idéologies nazies bien après la chute du Troisième Reich. La croisade de toute une vie de Wolf Rüdiger Hess a pris fin le 24 octobre 2001 lorsqu'il a succombé à un accident vasculaire cérébral à l'âge de 63 ans. Son décès a marqué la fin d'une époque, clôturant le chapitre de l'un des défenseurs les plus vocaux et persistants d'un haut responsable nazi. Jusqu'à la fin, Wolf est resté engagé envers la mémoire de son père. Monika Hertwig affrontait la sombre vérité. Alors que certains enfants de dirigeants nazis sont restés dans le déni, d'autres ont entrepris un voyage douloureux pour confronter la vérité sur les actions de leurs parents. Tel fut le cas de Monika Hertwig, fille d'Amon Goeth, le notoire officier des SS qui supervisa le camp de concentration de Plaszow, en Pologne. Le chemin de Hertwig vers la compréhension des crimes de son père fut pavé de chocs, d'incrédulité et finalement d'une détermination à affronter les aspects les plus sombres de l'histoire de sa famille. Née en 1945, Monika n'avait qu'1 an lorsque son père fut exécuté pour ses crimes de guerre. Pendant son enfance, elle fut protégée de la réalité horrifique des actions de son père. Sa mère, peut-être dans une tentative de protéger sa fille ou de se nier la vérité à elle-même, peignit un tableau très différent d'Amon Goeth. Elle disait à la jeune Monika que son père était un homme bon au fond, qui n'avait pas voulu faire de mal. Ce récit, bien que faux, forma la base de la compréhension de Monika sur son père pendant des décennies. Le tournant dans la vie de Monika arriva en 1993, avec la sortie du film acclamé par la critique de Steven Spielberg, La liste de Schindler. Le film dépeignait Amon Goeth comme un commandant de camp sadique et meurtrier, une représentation qui contrastait fortement avec l'image que Monika avait de son père. Assise dans l'obscurité du cinéma, Monika fut confrontée à une réalité brutale qu'elle n'avait jamais connue. L'expérience fut viscéralement accablante, la rendant physiquement malade tandis qu'elle faisait face à l'énormité des crimes de son père. Dans sa quête de vérité, Monika Hertwig fit le pas extraordinaire de contacter ceux qui avaient souffert aux mains de son père. En 2008, elle participa à un documentaire intitulé « Inheritance » qui narrait sa rencontre avec Helen Jonas, une femme qui avait été forcée de travailler dans la maison de Goethe lorsqu'elle était adolescente. Pendant le tournage de Inheritance, Monika exprima la nature transformatrice de son voyage, affirmant « Pour Hélène, c'est le moment de boucler la boucle. Mais ce ne fut pas une fermeture pour moi. Je pense que ce fut le début d'une autre vie, une vie où je peux vivre la vérité. » Les efforts de Monika pour aborder les crimes de son père ne s'arrêtèrent pas avec le documentaire. Elle continua à participer à des projets de commémoration de l'Holocauste, utilisant sa perspective unique en tant que fille d'un bourreau pour contribuer aux discussions sur la culpabilité, la responsabilité et la réconciliation. Sa volonté de faire face à la vérité et de parler ouvertement des actions de son père contraste fortement avec ceux qui ont choisi de nier ou de minimiser les atrocités commises pendant l'Holocauste. Aujourd'hui, dans la soixantaine, Monika Hertwig continue de porter le poids des actions de son père. Son parcours de l'ignorance à la conscience et finalement à l'engagement actif envers la vérité sert de témoignage puissant de l'importance d'affronter les atrocités historiques, peu importe à quel point le processus peut être douloureux. À travers ses efforts, Monika non seulement a accepté l'histoire de sa propre famille, mais a également contribué à la conversation plus large sur l'impact durable de l'Holocauste sur les générations suivantes. Niklas Frank, l'implacable dénonciateur public. Né en 1939, Niklas Frank a grandi à l'ombre du pouvoir du Troisième Reich. Son père, Hans Frank, occupait une position d'immense autorité et brutalité, gagnant le surnom effrayant de « le boucher de la Pologne » pour son rôle dans la destruction systématique des Juifs polonais et de l'intelligentsia du pays. Contrairement à beaucoup d'enfants de dirigeants nazis qui ont opté pour le silence ou la négation, Niklas Frank a entrepris une mission de toute une vie pour confronter et exposer les atrocités de son père. Ce voyage de confrontation a vraiment commencé pendant sa carrière de journaliste pour Playboy Allemagne et l'hebdomadaire Stern. À travers son travail, Niklas a plongé dans les recoins sombres de l'histoire de sa famille,
déterrant des vérités douloureuses qui façonneraient le but de sa vie. En 1987, Niklas Frank a publié son œuvre la plus controversée et la plus marquante, Der Vater, eine Abrechnung. Cette mémoire cinglante exposait la nature monstrueuse de Hans Frank, présentant une accusation féroce tant contre son père que contre le régime nazi. La dénonciation publique de Niklas Frank envers son père ne s'est pas arrêtée à la parole écrite. Il a porté son message sur scène, écrivant une pièce intitulée Der Vater, qui a été créée en 1995. Dans cette pièce de théâtre, Niklas imaginait un scénario grotesque où il exhumait le cadavre de son père, exigeant des réponses pour les crimes inconcevables commis pendant la guerre. L'intensité des sentiments de Niklas Frank envers son père est devenue encore plus évidente lors d'une interview en 2020 avec Al Jazeera. En réfléchissant à l'exécution de Hans Frank après les procès de Nuremberg, Niklas a affirmé « Je suis contre la peine de mort, mais je suis heureux que mon père ait éprouvé la peur de la mort qu'il a infligée à tant de personnes innocentes. » Tout au long de sa carrière, Niklas Frank a continué à explorer les recoins sombres de l'histoire de sa famille. Il a écrit d'autres livres, y compris Ma mère allemande, en 2005 et Frères normands, en 2013, examinant plus en profondeur les rôles que sa mère et son frère aîné ont joués dans le régime nazi. La quête implacable de la vérité et de la responsabilité de Niklas Frank l'a transformé en une figure unique et controversée dans les discussions sur l'héritage nazi et la mémoire historique. Sa volonté de condamner publiquement son père et de confronter de front les horreurs de l'Holocauste contraste fortement avec le silence ou la défensive affichée par beaucoup d'autres enfants de dirigeants nazis. À travers ses livres, conférences et apparitions dans les médias, Niklas est devenu une voix puissante dans l'effort continu pour éduquer les nouvelles générations sur les dangers du fascisme et l'importance de confronter les atrocités historiques. Rolf Mengele, confrontation avec l'ange de la mort. Né le 16 mars 1944, Rolf Mengele a passé ses premières années sans connaître les actes atroces de son père. Le jeune garçon a grandi dans un mensonge soigneusement construit, étant amené à croire que son père absent était un héros de guerre qui avait fait de grands sacrifices pour son pays. Cette façade de patriotisme noble a protégé Rolf de la vérité horrifiante qui se cachait juste sous la surface de l'histoire de sa famille. À mesure que Rolf entrait dans l'adolescence, le voile protecteur de la désinformation commençait à se désagréger. La réalité choquante de l'identité de son père et des actes monstrueux commis au nom de l'idéologie nazie commençait à apparaître. Le fardeau de porter le nom Mengele pesait lourdement sur Rolf. Malgré les horreurs associées aux actions de son père, il trouvait impossible de couper complètement les liens émotionnels du lien familial. Ce conflit interne a hanté Rolf pendant des années, alors qu'il luttait pour réconcilier le père aimant qu'il avait imaginé avec la réalité brutale des crimes de Joseph Mengele contre l'humanité. Dans une tentative de se distancier de son infâme lignée, Rolf a fait des efforts conscients pour mener une vie normale. Il a suivi une carrière en droit, devenant finalement un avocat d'affaires prospère. Cependant, l'ombre des crimes de Joseph Mengele continuait à hanter la vie de Rolf. Les chasseurs de nazis, implacables dans leur quête de justice, voyait le jeune Mengele comme un lien possible vers l'emplacement de son père. Le tournant dans le parcours de Rolf est arrivé en 1977 lorsqu'il a pris la décision fatidique de confronter directement son père. En voyageant en Amérique du Sud, où Joseph Mengele s'était enfui pour échapper à la justice, Rolf s'est retrouvé face à face avec l'homme derrière les légendes monstrueuses. Ce qu'il a trouvé n'était pas une âme repentante en quête de pardon, mais un nazi impénitent essayant de justifier ses actions à Auschwitz. En réfléchissant à cette rencontre glaçante, Rolf a admis l'impact profond qu'elle avait eu sur lui. Il ne pouvait pas comprendre comment son père avait pu commettre de telles atrocités, affirmant « Ce qui s'est passé est pour moi contraire à toute éthique, à toute moralité, et empêche toute compréhension de la nature humaine. » Malgré son dégoût pour les actions de son père et tout ce qu'elles représentaient, Rolf s'est retrouvé dans une position impossible. Il ne pouvait pas trahir son père aux autorités, choisissant plutôt de garder le silence sur la cachette de Joseph Mengele en Amérique du Sud. Après cette rencontre qui a changé sa vie, Rolf a décidé de se distancier encore plus de l'héritage de son père. Il a changé son nom de famille pour celui de sa mère, un acte symbolique de rupture avec le nom Mengele,
et tout ce qu'il représentait. Ce changement a marqué un nouveau chapitre dans la vie de Rolf, un chapitre axé sur l'avancement tout en reconnaissant le poids du passé. Albert Speer Jr., le fils de l'architecte de Hitler et sa quête de rédemption. La relation entre Albert Speer Jr. et son père était loin d'être typique. En tant qu'architecte préféré de Hitler et plus tard, membre clé du cercle interne nazi, le père Speer avait peu de temps pour la vie familiale. Dans une interview de 2010 avec Süddeutsche Zeitung, Albert Jr. a révélé la nature distante de leur relation, affirmant « Il n'était pas le genre de père qui vérifiait tes devoirs. Cet éloignement émotionnel servirait plus tard de base aux efforts d'Albert Jr. pour se séparer de l'héritage notoire de son père. À mesure que le Troisième Reich s'effondrait et que son père faisait face à un procès à Nuremberg, le jeune Albert se retrouvait dans un monde où son nom de famille était synonyme d'atrocité nazie. Au lieu de succomber au poids de cet héritage, il prit la décision consciente de tracer son propre chemin. Comme son père, Albert Jr. poursuivit une carrière en architecture, mais il insista sur le fait que ce choix était le sien. « J'ai essayé toute ma vie de me séparer de mon père, de prendre mes distances, » expliquerait-il plus tard, soulignant son désir d'une identité indépendante. Tout au long de sa carrière, Albert Speer Jr. a évité délibérément les discussions publiques sur le rôle de son père dans le régime nazi. Il se concentra plutôt sur l'établissement de sa propre réputation en tant qu'architecte et urbaniste respecté. Ses réalisations professionnelles furent significatives, incluant la conception de la Cité internationale de l'automobile de Shanghai et la direction de la conception pour les Jeux olympiques de Pékin. En 1977, Albert Speer Jr. a atteint un jalon significatif dans sa carrière lorsqu'il est devenu professeur d'urbanisme à l'université de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat. Quand Albert Speer Jr. est décédé le 15 septembre 2017, à l'âge de 83 ans, il laissait un héritage remarquablement différent de celui de son père, un héritage construit sur des réalisations personnelles et une séparation délibérée des ombres du Troisième Reich. Martin Bormann Jr., du fils d'un nazi à un prêtre. Tandis que certains enfants de dirigeants nazis s'accrochaient au déni ou faisaient face à de douloureuses vérités, un homme entreprit un remarquable voyage de transformation. Martin Bormann Jr., fils du puissant secrétaire privé d'Hitler, parcourait un chemin allant du cœur du Troisième Reich à la sainteté du sacerdoce catholique. Né le 14 avril 1930, Martin Bormann Jr. entra dans un monde de privilèges et de pouvoir. En tant que fils aîné de Martin Bormann, l'un des lieutenants les plus fiables d'Hitler, le jeune Martin fut baptisé avec le Führer lui-même comme parrain. Dans le cercle fermé du leadership nazi, les enfants des Bormann vivaient une vie très éloignée des brutales réalités que leur père avait contribué à orchestrer à travers l'Europe. Contrairement à certains de ses contemporains qui optèrent pour le déni ou la défensive, Martin entreprit un voyage spirituel qui le conduirait à l'Église catholique. Dans un acte profond de renoncement, il dédia sa vie au service de Dieu, cherchant la rédemption pour les péchés de son père. Le 26 juillet 1958, Martin Bormann Jr. fut ordonné prêtre catholique. Cette transformation du fils d'un nazi en homme d'église représenta un rejet catégorique de l'idéologie de son père et un engagement envers une vie de service. De 1961 à 1964, il travailla comme missionnaire au Congo, servant les nécessiteux et diffusant un message d'amour et de compassion qui contredisait directement les doctrines odieuses de sa jeunesse. Cependant, même en cherchant à expier les péchés de son père, Martin Bormann Jr. se retrouva pris au piège dans un réseau complexe d'émotions. Dans une déclaration émouvante faite en 2000, il révéla la lutte interne qui continuait de le tourmenter. « Je l'aime comme mon père, et j'espère pouvoir le retrouver comme un homme racheté et sauvé. Mais je ne peux pas l'absoudre de l'une quelconque des fautes qu'il a commises dans sa vie politique en suivant Adolf Hitler. Je ne peux pas faire cela. » Tout au long de sa vie, Martin Bormann Jr. se consacra à des efforts de réconciliation et d'expiation. Il participa à des projets de commémoration de l'Holocauste, utilisant sa perspective unique en tant que fils d'un haut fonctionnaire nazi pour contribuer aux discussions sur la culpabilité, la responsabilité et la possibilité de rédemption. Cependant, le voyage de Martin Bormann Jr. vers la rédemption ne fut pas exempt de controverses.
En 2011, de choquantes accusations surgirent concernant son séjour dans un internat d'un monastère à Salzbourg au début des années 1960. Un ancien élève affirma que Bormann avait abusé sexuellement de lui alors qu'il n'avait que 12 ans. D'autres accusations de violences physiques sévères contre d'autres étudiants jetèrent une ombre sur les tentatives d'expiation de Bormann. Au moment où les accusations furent portées à la lumière, Bormann luttait contre la démence, ce qui le rendait peu disposé ou incapable de répondre aux accusations portées contre lui. La commission indépendante Klasnik accorda une compensation à l'accusateur, mais les accusations n'amenèrent jamais à une action en justice. L'histoire de Martin Bormann Jr. sert de rappel percutant des répercussions durables du régime nazi, non seulement sur ses victimes, mais aussi sur les familles de ses perpétrateurs. Son voyage du fils d'un haut fonctionnaire nazi à un prêtre catholique, d'une vie de privilège à une vie de service, illustre les formes complexes dans lesquelles les enfants de dirigeants nazis cherchèrent à se distancier des crimes de leurs parents et à forger de nouvelles identités dans le contexte de l'après-guerre. La prochaine génération, les petits-enfants des dirigeants nazis et leur héritage. Les expériences des petits-enfants de nazis ont varié largement, reflétant les diverses manières dont leurs familles ont choisi de confronter ou de cacher leur sombre histoire. Certains, comme Catherine Himmler, petite-fille du frère de Heinrich Himmler, ont choisi d'affronter de front le passé de leur famille. Elle a entrepris un voyage de recherche et de découverte de soi, culminant avec la publication de Les Frères Himmler, l'histoire d'une famille allemande. Son travail visait à éclairer les implications plus larges des connexions nazies de sa famille, offrant une perspective unique sur l'impact durable de l'idéologie du régime. L'une des histoires les plus frappantes concernant les petits-enfants de nazis est celle de Jacqueline, une chercheuse qui a consacré sa vie à découvrir et à dénoncer les crimes de son grand-père, Robert Gies. Lorsque son père est décédé l'année dernière, elle a hérité de la mission de rendre publique la vérité sur les horreurs que son grand-père avait commises. Elle a entrepris cette tâche avec une détermination inébranlable, consciente de l'importance de maintenir vivante la mémoire et la vérité. Je ne peux pas venger ces crimes. Je ne peux pas libérer mon père des fantômes qui le tourmentaient. Mais je peux garder la mémoire vivante et révéler la vérité sur les crimes commis par mon grand-père. Ceux-ci ont été cachés trop longtemps et n'ont jamais été condamnés. Robert Gies, né à Cologne, en Allemagne, en 1902, était avocat et a rejoint tôt le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Son ambition l'a conduit à rejoindre la Schutzstaffel, SS, et à servir dans le service de renseignement sous la direction de Reinhard Heydrich et comme conseiller personnel de Karl Hermann Frank en Tchécoslovaquie occupée. Gies était responsable de l'exécution d'ordres atroces, y compris le massacre infâme de Lydis, où tous les hommes de plus de 16 ans ont été fusillés et les femmes et enfants déportés. Jacqueline racontait avec une douleur sincère comment son grand-père n'avait jamais montré de remords pour ses crimes. Même après la guerre, Gies s'était caché sous une fausse identité et avait réussi à échapper à la justice, vivant le reste de ses jours en liberté. À travers ses recherches, Jacqueline a découvert la profondeur des crimes de son grand-père et a décidé qu'il était de son devoir de rendre publique cette histoire pour s'assurer qu'elle ne soit jamais oubliée. Dans ses propres mots, la honte et la culpabilité d'être la petite-fille d'un auteur nazi sont devenues sa mission de vie. Jacqueline donnait des conférences en Allemagne, écrivant et parlant des crimes de son grand-père, avec l'espoir qu'en partageant son histoire, les générations futures apprendraient et empêcheraient de telles atrocités de se reproduire. Son voyage a culminé en 2012 lorsqu'elle a visité le site commémoratif de Ravensbrück en l'honneur du 70e anniversaire de la destruction de Lydis. Là, elle a admis publiquement être la petite-fille de Robert Gies, manifestant sa honte et son engagement à transmettre la vérité pour que les horreurs du passé ne se reproduisent pas. L'histoire de Jacqueline est un témoignage poignant du pouvoir de la mémoire et de l'importance d'affronter le passé, aussi douloureux soit-il, pour construire un avenir plus juste. Ricardo Eichmann, fils d'Adolf Eichmann, a rejeté l'idéologie de son père et a choisi une vie loin des projecteurs. Sa déclaration « Fuir le nom de famille » ne change rien. Il est impossible d'échapper à notre propre passé, mais nous pouvons être meilleurs, encapsule les émotions complexes avec lesquelles de nombreux petits-enfants de nazis luttent. La reconnaissance qu'on ne peut échapper à son passé, combinée à la détermination d'être meilleur,
est devenue une force motrice pour beaucoup dans cette génération. Le rôle des petits-enfants de nazis dans la formation de la narration de leurs ancêtres infâmes a été à la fois controversé et éclairant. Leur perspective unique offre un aperçu du côté humain des monstres historiques, défiant les notions simplistes du mal et obligeant la société à confronter des vérités inconfortables sur la nature de la complicité et de la rédemption. À mesure que le temps avance et que les derniers survivants de l'ère nazie disparaissent, les témoignages de ces petits-enfants prennent une signification accrue. Ils servent de pont entre le passé et le présent, offrant une compréhension nuancée de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Leurs histoires nous rappellent que l'héritage du Troisième Reich continue de projeter une longue ombre, affectant des générations éloignées des événements originaux et défiant notre compréhension de la culpabilité, de la responsabilité et de la possibilité de rédemption face à des crimes indescriptibles. Rainer Höss, rompre le cycle de l'ombre. Parmi ceux qui ont osé se libérer des ombres du passé, se trouvait Rainer Höss, petit-fils de l'une des figures les plus infâmes de l'histoire nazie. Rainer Höss a grandi sous la longue ombre projetée par son grand-père, Rudolf Höss, le notoire commandant d'Auschwitz. Pendant des années, le jeune Rainer est resté heureux dans l'ignorance de la véritable nature du passé de sa famille. La dure lumière de la réalité a percé ce voile d'ignorance lors d'un voyage scolaire au camp de concentration de Dachau. Alors que Rainer se tenait devant une plaque avec les noms des criminels de guerre nazis, il a été confronté à une révélation glaçante. Son propre nom de famille le regardait depuis la liste infâme. La famille Höss, comme beaucoup d'autres avec des liens avec le régime nazi, avait choisi d'enterrer le passé plutôt que d'affronter ces horreurs. Cependant, Rainer s'est trouvé incapable de détourner le regard de la vérité une fois qu'elle avait été révélée. Dans un mouvement audacieux et courageux, Rainer Höss a pris la décision de s'éloigner du passé nazi de sa famille. Il a rompu les liens avec les membres de la famille qui continuaient de s'accrocher à des idéologies vénéneuses et a entrepris une mission pour affronter de front l'héritage des crimes de son grand-père. Le travail de Rainer dans l'éducation sur l'Holocauste l'a conduit au même site où son grand-père avait orchestré des atrocités indescriptibles. Il a parlé avec des survivants, écouté leurs histoires et été témoin du traumatisme durable infligé par le régime nazi. L'un des aspects les plus émouvants du voyage de Rainer a été son effort pour aider à restituer des possessions volées aux descendants des survivants de l'Holocauste. Ce travail l'a conduit à se confronter directement au coût humain des actions de son grand-père, tout en étant face à la preuve tangible de vies brisées et de familles déchirées. Chaque article restitué, chaque histoire partagée, servait de rappel puissant de l'immense responsabilité qu'il portait en tant que petit-fils de Rudolf Höss. Cependant, le chemin de Rainer vers la rédemption n'a pas été exempt de défis et de controverses. En 2016, des accusations de fraude ont jeté une ombre sur son travail et ses motivations. Les accusations se concentraient sur son manquement à financer un film promis sur l'Holocauste, utilisant à la place l'argent pour payer des dettes personnelles. Rainer s'est retrouvé à faire face à des conséquences légales, avec 18 condamnations en 20 ans, dont 15 pour fraude, selon The Irish Times. Vit dans l'ombre, les descendants silencieux des nazis. Alors que certains enfants de dirigeants nazis ont choisi d'affronter de front l'héritage sombre de leur famille, d'autres ont pris la décision difficile de disparaître dans l'ombre de l'anonymat. Ces enfants silencieux, chargés du poids de leur nom de famille infâme, ont cherché refuge dans de nouvelles identités et des secrets soigneusement gardés. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que l'ampleur des atrocités nazies devenait publique, de nombreux descendants de hauts fonctionnaires se sont retrouvés pris entre la loyauté envers leurs parents et l'horreur de leurs crimes. Pour certains, la seule voie viable consistait à rompre tous les liens avec leur passé et à forger des identités complètement nouvelles. L'une de ces histoires est celle de Brigitte Höss, fille de Rudolf Höss, le tristement célèbre commandant d'Auschwitz. Pendant des décennies, Brigitte a vécu une double vie, sa véritable identité connue de seulement quelques élus. Elle a déménagé en Espagne, se réinventant comme modiste et travaillant ensuite comme mannequin pour le célèbre designer de mode Cristobal Balenciaga. Finalement, elle s'est installée aux États-Unis, où elle a continué à protéger farouchement son secret. L'impact psychologique de vivre avec une identité cachée a été profond. Brigitte, comme beaucoup d'autres dans sa situation,
vivait dans la peur constante d'être exposé. Chaque interaction portait le potentiel de désastre. Chaque nouvelle connaissance représentait un risque possible pour la façade soigneusement construite. Malgré le passage du temps, les ombres du passé sont restées présentes. Brigitte Heuss a gardé le silence pendant des décennies, cachant même sa véritable identité à ses propres enfants et petits-enfants. Ce n'est qu'au crépuscule de sa vie, face à un diagnostic terminal à l'âge de 80 ans, qu'elle a finalement brisé son silence lors d'une unique interview. Dans cette rare interview, Brigitte a peint une image d'Auschwitz comme un paradis, révélant une déconnexion troublante de la réalité des horreurs du camp de la mort. Elle parlait de son père comme d'un homme sensible et aimant, totalement séparé de son rôle d'architecte des meurtres de masse. Cette dissonance cognitive, cette incapacité à reconnaître pleinement la véritable nature des crimes de son père, explique peut-être pourquoi elle a choisi une vie de secret plutôt qu'une confrontation ouverte avec le passé. L'impact psychologique de vivre avec une identité cachée s'étendait bien au-delà de l'individu. Les conjoints et les enfants, souvent inconscients de la véritable histoire de leur famille, se retrouvaient participants involontaires de cette grande tromperie. Lorsque la vérité finissait par éclater, comme cela arrivait parfois, la révélation pouvait détruire des familles et anéantir des relations construites sur une base de mensonges. Harald Quandt, une vie de prospérité et d'héritage. Né en 1921 de Magda Goebbels et de son premier mari, Günther Quandt, Harald se trouvait dans une position unique au sein de la hiérarchie nazie. En tant que beau-fils de l'un des lieutenants les plus fidèles de Hitler, il fut témoin de l'ascension et de la chute du Troisième Reich d'un point de vue que peu pouvaient imaginer. Cependant, le destin avait un plan différent pour Harald, un plan qui le verrait survivre à la guerre et prospérer dans sa suite. Dans les derniers jours du régime nazi, alors que Berlin s'effondrait sous les bombardements alliés, la mère de Harald prit une décision qui entrait à jamais les annales de l'histoire. Magda Goebbels, dans un acte de fanatisme effroyable, empoisonna ses 6 jeunes enfants avec Joseph Goebbels avant de se suicider. Harald, servant dans la Luftwaffe à ce moment-là, échappa à ce sombre destin. Il émergea comme le seul survivant de la famille Goebbels, un coup du sort qui le distinguait de ses demi-frères et sœurs. Alors que la poussière retombait sur les ruines de l'Allemagne nazie, Harald Quandt se retrouva prisonnier de guerre, détenu par les forces alliées jusqu'en 1947. Après sa libération, Harald ne perdit pas de temps pour se distancier du régime nazi. Il se reconnecta avec l'empire industriel de son père biologique, entrant dans un monde des affaires et des finances qui offrait un contraste marqué avec le fervent idéologique de sa jeunesse. Les vastes propriétés de la famille. Quandt, qui comprenait des participations significatives dans l'industrie automobile, fournirent à Harald une base sur laquelle il construisit sa propre fortune. Dans les années suivantes, Harald Quandt montra une compétence entrepreneuriale qui aurait été l'envie de beaucoup de ses contemporains. Avec son demi-frère Herbert, il hérita d'une partie substantielle de l'empire industriel de leur père. Cet héritage comprenait une participation significative dans ce qui deviendrait l'une des marques les plus emblématiques d'Allemagne, BMW. Sous la direction de Harald et Herbert, BMW se transforma d'un fabricant en difficulté en une puissance automobile mondiale. Le succès entrepreneurial de Harald s'étendit bien au-delà du secteur automobile. Il diversifia ses participations, investissant dans des entreprises chimiques, des sociétés d'ingénierie et une large gamme d'entreprises industrielles. Sa capacité à naviguer dans le paysage complexe de l'industrie allemande d'après-guerre le propulsa au niveau supérieur de l'élite économique du pays. Cependant, malgré son succès financier, Harald Quandt resta une figure enveloppée de mystère. Il parlait rarement de son beau-père ou de ses expériences pendant le Troisième Reich, préférant se concentrer sur ses efforts entrepreneuriaux et philanthropiques. Ce silence sur le passé infâme de sa famille a conduit à beaucoup de spéculations sur les véritables sentiments de Harald envers le régime nazi et le rôle de son beau-père dans ces atrocités. Certains ont interprété sa réticence comme une reconnaissance tacite des horreurs perpétrées par les Goebbels et la direction nazie. D'autres l'ont vu comme un mouvement calculé pour protéger ses intérêts commerciaux et son statut social dans l'Allemagne d'après-guerre. La vie de Harald prit fin abruptement en 1967
lorsqu'il mourut dans un accident d'avion en Italie. Au moment de sa mort, il avait accumulé une fortune qui le plaçait parmi les personnes les plus riches d'Allemagne. Manfred Rommel, du fils de maréchal à mer. Alors que certains enfants de dirigeants nazis luttaient pour échapper à l'héritage infâme de leurs parents, d'autres trouvaient des chemins inattendus vers la rédemption et le service public. Parmi ceux-ci se trouvait Manfred Rommel, fils du légendaire maréchal Erwin Rommel, connu sous le nom de Renard du désert. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Manfred réussit à forger une carrière politique réussie dans l'Allemagne d'après-guerre, devenant une figure respectée à part entière. Né en 1928, Manfred Rommel grandit dans l'ombre des réalisations militaires de son père. Enfant, il fut témoin de l'ascension de son père au sein de la Wehrmacht, devenant l'un des généraux les plus célébrés de Hitler. Malgré la position élevée d'Erwin Rommel dans la hiérarchie nazie, Manfred décrivit plus tard une relation complexe avec son père, une relation non définie par l'idéologie nazie. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces alliées resserraient l'étau sur l'Allemagne, le jeune Manfred vécut une tragédie personnelle qui marquerait le cours de sa vie. Son père, impliqué dans le complot du 20 juillet pour assassiner Hitler, fut contraint de se suicider pour protéger sa famille des représailles nazies. Après la guerre, Manfred Rommel se retrouva à naviguer dans un paysage radicalement changé. Le nom Rommel, autrefois synonyme de prouesse militaire, portait désormais le poids de l'association avec le régime nazi vaincu. Cependant, contrairement à de nombreux enfants de hauts fonctionnaires nazis qui se retirèrent dans l'ombre ou le déni, Manfred choisit une voie différente. Poussé par le désir de contribuer à la reconstruction et à la rédemption de l'Allemagne d'après-guerre, Manfred Rommel entra dans le monde de la politique. Son parcours de fils d'un général nazi à une figure politique respectée fut marqué par un engagement envers les valeurs démocratiques et la réconciliation internationale. En 1974, Manfred atteignit un jalon significatif lorsqu'il fut élu maire de Stuttgart, un poste qu'il occupa pendant plus de 2 décennies. En tant que maire, Manfred Rommel se distingua par ses politiques libérales et ses efforts pour promouvoir la compréhension entre les différentes communautés. Il se fit connaître pour son travail dans l'intégration des immigrants dans la société allemande et son soutien indéfectible à la communauté juive. Ces actions contrastèrent fortement avec les idéologies que son père avait défendues, marquant un changement profond dans l'héritage des Rommel. L'engagement de Manfred envers la réconciliation internationale dépassa les frontières de Stuttgart. Il travailla sans relâche pour réparer les relations entre l'Allemagne et ses anciens adversaires de guerre, devenant un défenseur vocal de la tolérance et des droits humains. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus, lui valant une large reconnaissance et de nombreux prix pour son dévouement au service public et à la compréhension internationale. Dans une réflexion poignante sur son travail de vie, Manfred Rommel fut cité en disant « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous périrons ensemble comme des idiots. » Le parcours de Manfred Rommel, de fils d'un maréchal nazi à mer respecté et défenseur de la paix, sert d'exemple puissant de transformation personnelle et de rédemption. Son histoire illustre l'héritage complexe de l'ère nazie et les divers chemins empruntés par les enfants de ses dirigeants. Par ses actions et ses paroles, Manfred Rommel ne s'est pas seulement distancé du passé controversé de son père, mais a également contribué de manière significative à la guérison de l'Allemagne d'après-guerre et à la réconciliation internationale. La tragédie des Goebbels, histoire d'une lignée déchue. Alors que certains enfants nazis ont survécu pour faire face à l'héritage de leur famille, d'autres ont rencontré un destin bien plus sinistre. Dans les derniers jours du Troisième Reich, alors que Berlin s'effondrait sous les bombardements soviétiques, une tragédie glaçante se déroulait dans les sombres couloirs du bunker souterrain de Hitler. Les 6 jeunes enfants de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, devinrent des victimes involontaires de la dévotion fanatique de leurs parents à la cause nazie. La famille Goebbels avait mené une vie de privilèges inégalés durant l'apogée du pouvoir nazi. Les enfants de Joseph et Magda Goebbels, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun, avaient entre 4 et 12 ans. Ils ne connaissaient que le luxe et l'adoration, protégés des horreurs que leur père aidait à orchestrer à travers l'Europe. Mais lorsque le Reich s'effondra autour d'eux,
leurs parents prirent une décision qui choqua même leurs compatriotes les plus endurcis. En avril 1945, alors que les forces soviétiques s'approchaient de Berlin, la famille Goebbels se réfugia dans le Führerbunker sous le jardin de la chancellerie du Reich. Les enfants, habitués aux vastes domaines et à l'air frais, se retrouvèrent confinés dans le complexe souterrain claustrophobe. Ils passèrent leurs derniers jours dans ce tombeau de béton, écoutant le grondement lointain de l'artillerie tandis que l'armée rouge avançait. Plusieurs personnes, y compris l'architecte de Hitler, Albert Speer, proposèrent d'évacuer les enfants Goebbels vers un endroit sûr. Mais Magda Goebbels, dans une démonstration glaciale de ferveur idéologique, refusa toutes ces offres. Elle et Joseph avaient résolu de mourir aux côtés de leur Führer et, dans leurs esprits déformés, leurs enfants ne pouvaient pas vivre dans un monde sans le national-socialisme. Le 1er mai 1945, avec les troupes soviétiques à quelques pâtés de maison, Joseph et Magda Goebbels mirent en œuvre leur plan horrible. Rochus Mich, l'opérateur téléphonique du bunker, se souvenait de son dernier regard sur les enfants Goebbels. Les enfants étaient assis autour d'une table en chemise de nuit, et Frau Goebbels leur brossait les cheveux. Cette scène domestique apparemment tendre dissimulait l'acte indescriptible qui allait se dérouler. Le docteur Helmut Kunz, un dentiste des SS, fut appelé au bunker. Selon son témoignage ultérieur, Magda Goebbels lui demanda de l'aider à tuer ses enfants. Bien qu'il se soit d'abord refusé, Kunz accepta finalement de sédater les enfants avec des injections de morphine. Une fois que les jeunes frères et sœurs furent inconscients, Magda Goebbels et le docteur Ludwig Stumpfegger, le médecin personnel de Hitler, écrasèrent des capsules de cyanure dans leur bouche. Dans un dernier acte de dépravation maternelle, Magda Goebbels arrangea les corps de ses enfants morts dans leur lit, leur brossant soigneusement les cheveux et ornant les filles de rubans. Elle laissa une lettre à son fils aîné d'un précédent mariage, Harald Kant, tentant de justifier ses actions. Le monde qui vient après le Führer et le national-socialisme ne vaut plus la peine d'être vécu, et donc j'ai emmené les enfants avec moi. Le 3 mai 1945, les troupes soviétiques découvrirent les corps sans vie des 6 enfants Goebbels dans le bunker, encore vêtus de leurs pyjamas. La scène était si perturbante que même les soldats les plus endurcis furent horrifiés à sa vue. Une autopsie ultérieure confirma que les 6 enfants étaient morts d'empoisonnement au cyanure. Joseph et Magda Goebbels se suicidèrent peu après avoir assassiné leurs enfants, laissant un héritage de cruauté indescriptible. La tragédie des Goebbels est un rappel de l'abîme de la dépravation humaine et des conséquences dévastatrices du fanatisme débridé. Ceux enfants innocents, nés dans un monde de privilèges nazis, devinrent les dernières victimes de l'idéologie tordue de leurs parents, leurs vies éteintes dans les derniers souffles du Troisième Reich.